Juste une question avant qu'on commence, c'est quoi ton rôle? Je suis assistante aux événements culturels, division culture et bibliothèque à Montréal-Nord. Et je suis comme un lien entre le citoyen et la programmation, entre les artistes et l'équipe pour mettre en place, pour faire les contrats, s'assurer qu'on répond à tous leurs besoins techniques. Ok. C'est mon collègue ensuite qui prend la relève au niveau de la technique, évidemment, mais je suis aussi le lien entre... pour créer les outils de communication entre moi et l'équipe de communication dans mon arrondissement. Et donc, je fais de la présence au spectacle, j'anime des ateliers de médiation culturelle. Bienvenue à cet nouvel épisode de Mosaïque urbaine. Donc aujourd'hui, on va parler de l'accessibilité aux infrastructures et au matériel public. Donc moi, c'est Stéphane, président du Conseil général du Sud-Ouest. Je suis accompagné de Vinos, membre du Conseil général du Sud-Ouest, et aussi de Marie-Christine Gentil. Avant qu'on continue, est-ce que tu voudrais un peu nous expliquer ton expérience, ton expertise? Oui, bien, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je travaille à la Ville de Montréal, dans l'arrondissement de Montréal-Nord depuis 8 ans. J'ai d'abord été en bibliothèque. Maintenant, je suis en maison de la culture. J'ai aussi été au Conseil interculturel de Montréal et j'aime ça m'impliquer socialement. Donc, je connais quand même assez bien notre ville. Puis aujourd'hui, on va être accompagné de Marie-Christine Gentil qui va aussi nous apporter son expertise. Avant qu'on continue, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton parcours et de ton expertise? Mais merci de m'avoir invitée. Moi, je travaille à la Ville, à l'arrondissement de Montréal-Nord depuis 8 ans. D'abord en bibliothèque, maintenant en maison de la culture. Et j'ai aussi été au Conseil interculturel de Montréal, ainsi que d'autres implications à travers la Ville. Parfait. Donc, on est content de t'avoir avec nous, puis je suis certain que ton expertise pourra apporter beaucoup à nos perspectives. Peut-être pour commencer, justement, avec toute ton expérience à Montréal-Nord, qu'est-ce que tu dirais qui sont les principaux défis pour l'accessibilité aux infrastructures publiques en général? Bien, en fait, moi, je dirais que c'est le déficit d'infrastructures qui est un peu le défi. Au niveau sportif, on n'a pas de centre sportif à Montréal-Nord. Donc, en ce moment, depuis quelques années, il y a beaucoup de représentations. Il y a une partie du financement qui a été trouvée pour la partie aquatique qui va finalement débuter l'an prochain, si ma mémoire est bonne. Sinon, on a quand même de belles infrastructures au niveau culturel. Par contre, on a un déficit de connaissances. Les gens ne nous connaissent pas tant. Ils passent devant la maison culturelle et communautaire, ils sont un peu intimidés par le lieu. Puis, tu disais que les gens sont intimidés. Est-ce qu'il y a des raisons, selon toi? Bien, c'est une question d'habitude. La citoyenneté culturelle, c'est pas quelque chose qui est nécessairement inné dans certaines cultures et dans certains pays pour différentes raisons. Alors que ici, et dans certains pays plus occidentaux, c'est comme normal d'aller à un cinéma, c'est normal d'aller voir un spectacle. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore eu l'opportunité dans leur vie de le faire. OK. Puis, je sais que dans beaucoup d'arrondissements à Montréal, au sud-ouest, là, moi où je suis à Montréal-Nord aussi, j'imagine, il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup de programmation qui vont être faites pour les jeunes familles, donc c'est les enfants au primaire, à la maternelle. Mais des fois, on dirait qu'il y a comme un trou pour les gens comme les adolescents. Comme là, aujourd'hui, on a la chance d'être dans la maison des jeunes Bordeaux-Cartierville. Mais à part de ça, on dirait que souvent les jeunes, tu sais, comme mettons, ils sortent de l'école secondaire ou du cégep et tout ça, ils ont pas d'endroit où aller pour pouvoir passer leur temps connectés entre eux. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi, dans les différents arrondissements, il semble avoir une sorte de trou dans l'offre de service pour les jeunes, mettons, entre 16 ans puis 25 ans? Mais je dirais que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement réalisé, parce que des fois, on a comme des billets d'affinité qu'on dirait. Donc, on va faire des choses pour les gens qui nous ressemblent et avec qui on se tient. Puis, comme on n'est pas nécessairement on n'a pas tous des jeunes de cet âge-là autour de nous. Moi, j'ai cette chance-là parce que j'ai une nièce et neveu. J'ai un enfant qui est maintenant un adulte de 22 ans. Donc, je suis exposée à cette problématique-là quand même plus que certaines personnes avec qui je travaille. Mais dans les dernières années, notamment à Montréal-Nord, on travaille beaucoup avec les organismes jeunesse pour essayer de briser cette espèce de distance qu'il y a entre les jeunes et nous et notre programmation où ils ne se sentent pas vraiment représentés. De notre côté, on a fait beaucoup d'efforts pour avoir davantage de programmation un peu plus urbaine.
Et notamment, on collabore avec Foreign Movements, Fort de la Rose, la compagnie de danse urbaine, mais pas juste. Il y a beaucoup d'autres choses, notamment dans le Conseil des arts en tournée. Il y a de plus en plus de programmation qui est directement faite pour les adolescents et aussi les écoles secondaires du quartier. Donc, et nous, aussi, j'allais oublier, les conseils jeunesse aussi nous aident beaucoup. OK, parfait. Puis peut-être une dernière question sur ce sujet. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire s'ils veulent, mettons, avoir des infrastructures qui sont plus à leur image? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour passer le message à l'arrondissement qui n'est pas nécessairement au courant toujours de qu'est-ce que les jeunes veulent dans leur quartier? Bien, une des choses, c'est ce que vous faites, vous, c'est de vous impliquer au Conseil jeunesse, parce que le Conseil jeunesse, c'est comme un porte-voix auprès des institutions comme la nôtre. Sinon aussi, c'est sûr qu'il y a des organismes, mettons à Montréal-Nord, il y a la Maison des jeunes ouvertures, il y a la Coop Multisport, et je pourrais les nommer, il y en a plein d'autres, parce qu'il y a une population de jeunesse très forte à Montréal-Nord, c'est pas nécessairement le cas dans tous les quartiers. Donc, eux, ils entendent ces choses-là, ils viennent nous les apporter. Et aussi, c'est ça, c'est aller à la bibliothèque. Tu sais, en bibliothèque, vous pouvez faire des suggestions de livres. Il y a, même sur le site des bibliothèques de Montréal, vous pouvez faire des suggestions de livres. Donc, vous serez la première personne qui va aller pouvoir emprunter ce livre que vous suggérez. Parce que très souvent, ils les achètent. C'est rare qu'ils ne les achètent pas, à moins que ce ne soit pas quelque chose qui va vraiment convenir à la population. Mais comme il y a beaucoup d'adolescents dans l'île de Montréal et de jeunes adultes, je serais étonnée qu'ils ne le fassent pas. Sinon, pour ce qui est de la programmation culturelle en elle-même, on a des adresses courriels. Puis maintenant, on fait de plus en plus, justement, quand on est dans les parcs l'été, c'est une occasion pour nous de sonder la population. Je pense que c'est parce que je pense que les enjeux d'accessibilité, ils étaient plus présents à Montréal-Nord. Fait que si Andy avait été là, je pense que c'est plus lui qui aurait... Mais je me permets d'être en désaccord avec toi, par contre, pour bien connaître le Sud-Ouest quand même et avoir des collègues avec qui je discute régulièrement, et dans parce qu'il y a un programme de commissaire en résidence à la Ville de Montréal, et une de mes amies était la commissaire en résidence dans le Sud-Ouest, et Dan Gistal, qui a la compagnie Nigra et Wenta. Et eux, ils ont constaté qu'au contraire, il y a comme une barrière, notamment auprès du public anglophone dans le Sud-Ouest et de la Maison de la Culture, et des communautés noires du Sud-Ouest. Donc, je pense que ça dépend de ta perspective. Ouais, non, c'est plus dans le sens... comme eux, ils ont fait en plus une consultation sur ça, fait qu'ils avaient plus de contenu pour comme soutenir la conversation, c'est plus dans ce sens-là. Fait que je sais pas si... Mais c'est vrai qu'au Sud-Ouest, il y a surtout un écart entre les deux communautés, les anglophones puis les francophones. Puis je trouve que personnellement, il n'y a pas beaucoup de... je ne connais pas grand monde qui est attiré puis qui s'implique dans l'art communautaire au Sud-Ouest. Ça se peut que ça soit mon point de vue, mais je sais qu'on a la maison de Marie Uruguay. Oui, ouais. Marie Uruguay, oui. Ouais, mais il y a des spectacles, il y a de la théâtre, il y a des musiciens qui viennent, mais je trouve que c'est pas vraiment populaire dans notre... surtout, moi je vis à Griffintown, puis je sais que Griffintown déjà, il n'y a vraiment pas ils sont pas... ils participent pas à la vie culturelle. à la vie culturelle, c'est sûr, mais c'est aussi une population anglophone qui vit là, donc c'est vrai. Mais c'est sûr que, tu sais, près du métro Lionel Groulx, il y a le Centre culturel Georges Vanier, aussi, qui est là, qui a quand même une programmation interculturelle. Moi, à l'époque, je faisais des cours de danse là-bas, qui étaient offerts par une troupe d'origine haïtienne, parce que moi, je suis d'origine haïtienne, mais c'était mon intérêt qui m'a amenée là-bas. Ouais. Mais aussi, sinon, tu sais, justement, à Marie-Uruguay, il y avait des expositions d'artistes des afro-descendants dans les dernières années qui m'ont amenée à aller jusque là-bas, même si j'habite dans Antique. Mais vous, qu'est-ce qui vous intéresserait de voir dans une maison de la culture? Qu'est-ce qui vous amènerait dans une maison de la culture? Je dirais quelque chose un projet que les membres de la communauté ont mis ensemble, surtout les jeunes, pour voir ce que je trouve que ils font ça, mais pas assez. Donc, comme un genre de comité de programmation qui inclut des jeunes. Ouais.
je dirais. Parce que je sais que le nouvel espace culturel aussi, justement, dans le centre-ville, le centre Sanac, ils ont un comité de programmation citoyen et il y a une partie où c'est des jeunes, c'est des gens de différents groupes, segments de la population. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça que tu verrais. Et toi? Ouais, je trouve que c'est dur de répondre à cette question parce que c'est comme si les gens ont une vision de la culture. C'est comme souvent, il va y avoir des discussions sur, mettons, le fait que, mettons, la culture québécoise disparaît au profit de, mettons, la culture américaine ou tout ça. Mais des fois, tu te demandes c'est quoi comme la culture québécoise, tu sais. Pour ça, c'est comme si c'est une vision axée sur le passé de c'est quoi la culture, mais la culture, moi, la manière que je vois, c'est peu importe comment les gens tous les jours la vivent. Tu sais, mettons, les jeunes aujourd'hui ne vivent pas la culture comme les gens la vivaient il y a 50 ans. Donc, c'est sûr que quand tu fais la programmation de la culture, comme moi j'ai une vision de c'est quoi la culture pour moi, mais je suis sûr que les autres jeunes aussi ont leur propre vision de c'est quoi la culture. Fait que quand tu fais la programmation, tu dois trouver une manière d'aller justement leur demander c'est quoi que vous voulez voir dans votre maison de la culture, au lieu de juste, c'est comme planifier une programmation de c'est quoi la vision des intervenants qui gèrent la maison de la culture. Fait que je trouve que c'est pour ces raisons que souvent les jeunes ne vont pas être intéressés par des choses comme la maison de la culture parce que pour eux, c'est comme une chose du passé. Là. C'est plutôt pour les personnes un peu plus âgées qui, je donne des stéréotypes, là, mais qui aiment les pièces de théâtre puis les comédies musicales. Mais fait que pour eux, c'est déjà ça qu'ils ont l'idée dans leur tête. J'ai l'impression de ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que vous comprendriez mieux que la maison de la culture, c'est bien plus que ça? Qu'est-ce qui ferait que vous auriez envie d'en savoir davantage? Parce que, premièrement, les comédies musicales, c'est très rare qu'on en a en maison de la culture parce qu'on n'a pas l'espace ni la technique pour en faire. Ça demande vraiment un grand effort technique. On a eu une fois Albertine en 5 ans, justement, qui est une pièce de Michel Tremblay, qui a tourné dans le réseau, mais ça a été seulement chez nous et au Théâtre de Verdure, qui est immense. Donc, il y a tout cet aspect technique-là pour faire ça. Sinon, c'est sûr que du théâtre, on en a quand même souvent, mais ça coûte de plus en plus cher. Mais c'est surtout dans le cadre des scolaires. Donc, on fait des élèves du secondaire et du primaire venir voir des pièces. Mais encore là, c'est beaucoup plus de la musique, je te dirais, qu'on joue. Mais toi, qu'est-ce qui ferait que tu aurais la curiosité d'en savoir davantage pour briser cette perception-là que tu as? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? J'ai l'impression qu'en tant que jeune, la vision qu'on a de ces choses-là vient surtout de l'école. Parce qu'à l'école, quand on nous parle de la culture, c'est toujours ça. C'est les livres français de 1760, les pièces de théâtre auxquelles on va pendant les sorties scolaires et on s'endort. Fait qu'après, quand tu viens nous dire « va à la maison de la culture », même si tu n'as aucune idée c'est quoi qui se passe là-bas, tu n'es pas intéressé parce que tu te dis « ça doit être les mêmes affaires qui m'ont parlé à l'école ». Fait que si peut-être j'avais une manière qu'on pourrait briser ces préjugés-là, ça serait justement que dès qu'on soit à l'école, après, ça dépend, là, mais tu sais, peut-être qu'il y ait des représentations qui soient faites dans les classes pour expliquer aux jeunes c'est quoi tout ce qu'on leur offre. Non seulement dans des choses comme la maison de la culture, mais tu sais, pour faire la promotion des maisons des jeunes et de toutes les choses qu'il y a dans le quartier. Puis là, les gens vont... Tu sais, si dès que tu es jeune, que tu vas à l'école, tu réalises qu'il y a toutes ces choses-là dans ton quartier, mais il y a plus de chances qu'après, quand tu quittes l'école, mais tu continues à fréquenter ce genre d'établissement puis profiter de toutes les infrastructures qui sont mises à ta disposition. Parce que c'est sûr que je ne connais pas très bien la programmation offerte aux scolaires. Aussi, il y a même du scolaire dans le Sud-Ouest. Mais nous, on travaille vraiment beaucoup avec les profs du secondaire puis les organismes jeunesse. Et même, il y a une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre Félé, qui est à Laval, qui, lui, est allé dans les écoles de l'île de Montréal et de Laval pour tester son matériel auprès des adolescents. Donc, je crois que les compagnies comprennent ça, elles, mais après, il faut trouver des façons d'amener l'adolescent vers eux aussi. Ouais. Je trouve que si les jeunes savaient qu'ils peuvent, en fait, créer quelque chose dans les maisons, dans les... centres culturels, qu'ils pourraient potentiellement créer un projet personnel, puis amener toute la communauté à participer, à réaliser leur projet. Je trouve que ça pourrait aussi les amener à
plus à s'intéresser puis à s'investir dans les maisons de jeunes. C'est sûr que dans certains quartiers, il y a la médiation culturelle qui, eux, c'est justement leur rôle, c'est vraiment d'aller amener ces publics éloignés de la culture vers la culture et créer un pont. Et donc, tu sais, dans le Sud-Ouest, je sais que c'est timide, que ça commence tranquillement, parce que c'est nouveau à la Ville de Montréal, cette approche-là. Ça fait quand même moins d'une dizaine d'années qu'on est dans cette approche-là de citoyenneté culturelle, de médiation culturelle. Mais moi, j'ai une collègue à Marande-Rivière et une autre qui s'appelle Livia, qui, elle, est à Côte-des-Neiges. Elles font du travail extraordinaire, justement, pour créer des projets pour et par les jeunes. Donc, elles vont vraiment créer des petits cercles avec des jeunes, mettons, au Cégep Marie-Victorin ou à l'école La Voix, dans Côte-des-Neiges. Puis là, à partir de ça, c'est les jeunes qui vont créer le projet. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut peut-être péricliter dans les autres quartiers. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu parlais de que rapprocher les communautés éloignées vers la culture? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bien, parce que, tu sais, premièrement, briser des préjugés, des perceptions, comme celle que tu m'as nommée tantôt quand on a commencé la conversation sur le sujet. Aussi, des gens qui, tu sais, sont très dans la routine de la survie, puis métro, boulot, dodo, là, puis, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, on fait rien d'autre. Tu sais, ou bien qui pensent que c'est pas pour eux, qui pensent que, ah ben non, moi, je suis pas un artiste, donc c'est pas pour moi. Ben, tu sais, briser ça, non, tout le monde, c'est pour tout le monde, la culture. Tout le monde a créé, tout le monde, tu sais, comme tu as dit, la culture, ce n'est pas figé, ça se crée à tous les jours. Sinon, sur un changement de sujet, moi, il y a aussi quelque chose que les jeunes m'ont beaucoup parlé au Sud-Ouest, et c'est l'accessibilité aux infrastructures, puis peut-être tu pourras nous dire comment les jeunes vivent ça ici à Montréal-Nord. Mais je sais qu'au Sud-Ouest, comme j'ai dit tantôt, les jeunes, ils vont sortir de l'école, puis souvent, une des choses qu'ils vont beaucoup aimer faire, c'est les sports. Ça peut être le soccer, le basket. Mais souvent, ils vont me dire qu'ils ont de la difficulté à trouver ce genre d'endroit. Ou s'il y en a, ils vont dire que ça va déjà être réservé par des organismes. Tu sais, mettons, il y aura des terrains de soccer. Puis là, il y aura des organismes qui vendent des matchs où des équipes jouent. Puis là, toi, tu viens là après l'école avec ta balle, puis tu veux jouer, puis tu peux pas. Puis il y a juste un parc dans ton quartier où tu dois demander à tes parents de te conduire dans un autre quartier où ils ont plus de terrain. Est-ce que vous, c'est aussi quelque chose que vous vivez à Montréal-Nord? Oui, en fait, c'est quelque chose qui est universel à Montréal, le Grand Montréal, je pense. Il y a, tu sais, le basket et le soccer ont connu un bond de popularité dans les 10-15 dernières années. Donc, les terrains ne fournissent plus à la demande. Et même, il y a le pickleball qui a pris de la popularité sur différentes... Avant, c'était plus des aînés, mais maintenant, même les jeunes jouent au pickleball à Montréal-Nord. Donc là, c'est comme le tennis et le pickleball doivent cohabiter sur le même terrain. C'est compliqué. Il y a des enjeux de cohabitation qui sont très grands. Et justement, il y a un déficit d'infrastructures sportives et de loisirs sportifs sur l'île de Montréal qui est terrible. Et en plus, là, avec... tu sais, dans les gymnases, il y a des ententes pour que certains clubs sportifs ou que les écoles... Et après l'école, les gens puissent utiliser pour des loisirs, même les adultes, certaines écoles. Et ces ententes-là, avec le gouvernement, il y a une entente qui vient à terme à la fin de l'année, donc ça crée tout un casse-tête. Donc, c'est sûr qu'il va falloir réfléchir à comment on peut développer d'autres terrains aussi, parce qu'il y a aussi la densité de population qui est un enjeu dans ça. Ouais. C'est drôle que tu parles du pickleball, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert cet été. Puis, je peux attester moi-même. À Montréal, je sais, j'ai vu avec ma carte de bibliothèque, je peux aller sur le site de la Ville de Montréal, réserver des terrains. Puis, je suis pas mal sûr, là, je me rappelle pas si ça fait longtemps, mais à l'époque que j'ai regardé, je pense que le seul terrain que je pouvais réserver était à Saint-Laurent. Puis, tous les autres terrains, sur le site, tu voyais que c'était tout comme réservé. Puis, des fois, tu vois ça avec d'autres sports aussi, où, tu sais, t'as des centres sportifs payés par les taxes, payés par tout le monde. Puis là, après, c'est comme ça, au lieu de devenir comme une infrastructure que tout le monde peut accéder puis aller jouer, c'est comme ça devient un sorte d'endroit de service de location. Là, fait que, tu sais, la ville paye un immeuble, puis là, qui veut venir acheter le terrain pour faire des cours, peu importe, ben vient acheter. Ça fait que toi,
moi, maintenant, chaque semaine, je prends ma voiture, puis je vais à Saint-Lambert, où eux, ils ont mis un terrain extérieur, puis là, c'est libre service, fait que tout le monde peut venir, puis il y a des règles, puis c'est comme, on joue à tour de rôle. Puis je trouve aussi que ça, tu sais, ça permet non seulement, tu sais, de faire ton sport, de profiter de tes infrastructures publiques, mais ça permet aussi de connecter avec les autres. Et surtout, tu sais, on vit dans un monde où tout le monde est chez soi, puis tout le monde est sur les réseaux sociaux, puis on dit que les gens se parlent pas assez. Mais, tu sais, je trouve que le pouvoir rendre les infrastructures accessibles, les infrastructures que tout le monde ensemble on a payé, puis faire en sorte que ben, le soir, quand je vais aller jouer, faire du basket, ben, je peux aller jouer, puis rencontrer d'autres mondes, puis discuter, puis connecter. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Puis je trouve, ces temps-ci, c'est comme si, pour la ville, c'est vraiment comme, c'est presque comme si c'était, comme j'ai dit, un service de location où la personne qui veut venir payer peut venir puis payer. Mais là, ça fait que, tu sais, il y a des milliers de gens dans tous les quartiers, mais là, ça devient dur de rendre ça accessible pour que tout le monde puisse. Mais ça dépend vraiment de la structure, ça dépend vraiment d'un arrondissement à l'autre. Parce que nous, c'est plus au niveau des terrains de soccer qu'on a les enjeux, parce que, justement, il y a des clubs sportifs organisés, puis même ceux de l'île de Montréal qui viennent. Mais après, pour le tennis et le pickleball, c'est plus une cohabitation. Donc, il y a un terrain dédié à certaines heures pour le pickleball. Le tennis, il y a des heures de jeu libre et tout, tu sais, notamment le parc Le Carignan, où je sais que le soir, il y a des heures de jeu libre, puis je vois des gens de tous les groupes d'âge qui viennent. Mais alors, après ça, d'un arrondissement à l'autre, ça varie parce que, justement, la quantité de terrain n'est pas la même d'un arrondissement à l'autre. Nous, c'est vraiment au niveau du soccer qu'on a un manque de place, je dirais, parce que ce que tu décris, tu sais, je veux jouer avec mon ballon et mes amis. Tu sais, au Parc Saint-Laurent, notamment, qui est un des parcs synthétiques qui est rénové, puis au Parc Henri Bourassa aussi, qui est un des meilleurs sur l'île de Montréal, ben, tu sais, il y a tous les clubs qui passent par là. Puis là, après, quand toi, tu veux aller jouer, ben, c'est plus sur l'heure du midi. Les élèves d'Henri Bourassa, juste à côté, qui peuvent jouer. Sinon, après, c'est presque tout le temps pris, ce terrain-là. Je trouve qu'il y a aussi des infrastructures ou des terrains de jeu qui sont accessibles, qui sont gratuits, mais c'est juste que il n'y a pas d'informations dessus. En fait, si tu cherches... Moi, je joue beaucoup à volleyball. Puis l'année passée, ou je pense que c'était l'année d'avant, je voulais aller jouer avec mes amis. Puis j'ai appelé à tous les centres sportifs du Sud-Ouest et de la salle pour trouver un centre pour aller jouer. Puis il n'y avait aucune place qu'ils avaient de l'espace pour nous, mais sauf qu'il y avait, je pense que ça s'appelle le carré de Saint-Patrick. C'est juste, c'est à l'autre côté du canal la Chine, ouais. Puis ça existait, c'était juste devant moi, mais je ne savais pas, puisque en cherchant, il n'y a pas... Ben, là, je pense qu'ils l'ont ajouté sur Google, mais avant ça, ça disait nulle part qu'il y avait... Là, c'est gratuit. Je pense qu'il faut réserver, mais c'est gratuit, puis tu peux aller avec tes amis. Mais je sais que beaucoup d'infrastructures sportives sont sur montréal.ca. Montréal.ca, c'est la plateforme où tu trouves tout sur l'île de Montréal, sur tous les arrondissements, que ce soit des poubelles, l'heure de collecte, à comment m'inscrire à un cours de tennis ou comment aller à un spectacle à la Maison de la culture de mon quartier. Tu l'as mentionné tantôt, ben, avec ta carte de bibliothèque, tu peux réserver un terrain de tennis, un terrain de basket, ça dépend du quartier. Donc, montréal.ca, c'est un outil vraiment à ajouter à votre liste de consultations sur les réseaux. Oui, mais je suis d'accord avec Vinos, je trouve, surtout, ben, des fois, ça arrive aussi que, tu sais, justement, il y a des organismes ou peu importe qui vont prendre des terrains de la ville puis organiser des jeux libres, mettons de soccer ou de basket. Mais comme on dirait, les seules manières de savoir ces choses-là, c'est soit quelqu'un va te le dire, fait que bouche à oreille, ou genre sur Facebook. Des fois, là, tu vois un post Facebook de quelqu'un là, qui, comme un sorte de volontaire là, qui décide de mettre les horaires.
Puis oui, c'est vrai qu'il y a Montréal.ca, mais des fois, je dois dire, j'ai l'impression que comme c'est pas toujours uniforme, l'information sur Montréal.ca, j'imagine que ça, peut-être tu peux m'en dire plus, ça dépend des arrondissements, mais on dirait, c'est comme il y a certains arrondissements où tu auras beaucoup d'informations, puis d'autres, il y aura presque rien. Ou même des fois, tu vas choisir comme une catégorie de ce que tu veux, tu vas mettre ton arrondissement, puis ça va dire, il n'y a pas d'information pour cet arrondissement. Fait que c'est comme si ça dépend un peu. Mais il y a un gros travail, parce que c'est quand même relativement nouveau, Montréal.ca. Avant, chaque arrondissement était un peu pêle-mêle, là. Montréal.ca, c'est comme initié justement de faire qu'il y a un seul lieu pour le citoyen et la citoyenne pour se retrouver et savoir comment se diriger dans la ville selon les services, quels services justement mes taxes payent, comment je peux régler ce problème. J'ai besoin d'un permis pour construire quelque chose. Ben, où est-ce que je le trouve? J'ai besoin justement d'aller nager. Où est-ce que je peux aller nager à proximité de chez moi? C'est sûr que c'est pas parfait, qu'il y a encore, c'est un work in progress, je fais un anglicisme ici. Mais sinon, il y a aussi qu'il y a beaucoup de la clientèle qui fréquente nos installations qui sont encore de d'autres générations. Il y a comme un clash générationnel. Donc, il y a encore beaucoup d'arrondissements qui sont très sur Facebook. Mais malheureusement, on n'a pas le droit d'être sur TikTok pour différentes raisons éthiques. Donc, c'est sûr que c'est là qu'on vous retrouverait davantage. Mais il y en a beaucoup maintenant qui ont de l'Instagram. Donc, il y a le Sud-Ouest en est un qui est sur Instagram. Donc, tu sais, moi, je vous invite à aller suivre leur page Instagram parce que vous trouvez beaucoup d'informations. Mm-hmm. Autant leur bibliothèque que leur maison de la culture sont sur Instagram. OK. C'est quoi par curiosité, c'est quoi les raisons éthiques? Pourquoi un arrondissement ou la ville pourrait pas être... Ben, dans le fond, tout ce qui est au niveau... Ben, tu sais, je suis pas super bonne dans trucs légaux, là. Mais non, je veux pas dire n'importe quoi. Oui. Mais je sais que c'est interdit à la Ville de Montréal d'aller sur TikTok ou de partager TikTok, d'avoir des pages TikTok et de créer du contenu pour la ville sur TikTok. Parce qu'au niveau de la confidentialité, entre autres, notamment, il y a des enjeux. OK, je comprends. Ouais. Okay. Mais oui, je trouve que ça devrait vraiment être un effort là, de la ville d'essayer de promouvoir, parce que oui, il y a des infrastructures pour lesquelles on paye, mais il faudrait plus de promotion de ces infrastructures, promouvoir la programmation qui est faite pour que tout le monde puisse en profiter, là, puis savoir... Mais comment on pourrait en mieux faire la promotion? Parce que, mettons, l'année dernière, les Maisons de la Culture, pour leurs 40 ans du réseau, ils ont fait une campagne dans les abribus, dans le métro et tout, pour dire, oui, on existe, on est gratuit, ou presque, parce que, bon, il y a quelques exceptions dans le réseau. Mais comment on peut faire pour se faire connaître davantage? Mais dire qu'on existe, mais qu'est-ce que vous offrez? C'est ça aussi la question, moi, que tu me mets dans un abribus que la Maison de la Culture existe. Je vais dire, OK, mais ça va pas me donner envie de venir. Mais là, si tu me dis qu'il y a tel événement, telle activité, là, si je suis intéressé, là, c'est sûr, je vais prendre une photo, je vais texter mes amis, dire, il y a telle affaire, j'ai vu qu'il y a telle affaire. Mais il y a de plus en plus d'affichage dans les parcs, de la part des Maisons de la Culture, notamment dans le parc Extension. Tu passes à côté de la gare Jean Talon, il y a une série de panneaux qui a toute la programmation de la Maison de la Culture et du centre de diffusion de Parc Extension et de la Maison de la Culture Claude Léveillé, près du métro Jean Talon. Mettons aussi, nous, à Montréal-Nord, on a des panneaux devant justement les coins de rue où les gens passent le plus souvent, ou les parcs les plus fréquentés. On va avoir des gros panneaux qui parlent de notre programmation. Est-ce que c'est des choses comme ça dont tu parles? C'est sûr, mais je trouve, c'est sûr, pour ce genre de choses, selon moi, il faut une approche comme sur tous les fronts. Tu essaies d'aller chercher les gens partout là où tu peux les trouver, à l'abribus, au coin de la rue, sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que tu vas aller chercher les gens, puis il faut que ça soit constant. Parce que aussi, après, les gens, ils vont s'en parler. Moi, mettons, il faut juste que je découvre la Maison de la Culture 1 ou 2 fois pour... Après, si je suis intéressé par ce genre de choses, je vais m'abonner puis je vais suivre ça régulièrement. Mais il faut aller comme accrocher les gens dès le départ. Puis d'autres canaux, c'est l'école aussi, faire des programmations conjointes avec les écoles. Tous les moyens sont bons pour essayer d'aller chercher, surtout les jeunes, d'essayer d'aller chercher pour... Tu vois, la problématique, c'est que, mettons, les jeunes
Et on a 3 écoles secondaires sur le territoire à Montréal-Nord maintenant. L'école au Millevoix, l'école Henri-Bourassa, l'école Calais-Solavaille, principalement. On a aussi l'école Amos, qui est une école plus aux adultes. Et puis, il y a le centre Louis Fréchette qui fait de l'alphabétisation aussi, notamment, et le centre Ferland. Mais eux, ils viennent avec leurs élèves à des pièces ou à des spectacles de danse, peu importe, des projections de films. Mais après, comment tu fais pour que ce jeune-là qui est venu avec sa classe revienne? Tu sais, c'est ça, nous, la question qu'on se pose tout le temps. Et puis, parce qu'ils viennent avec leur classe. Quand ils viennent avec leur classe, tu vois qu'ils ont beaucoup de plaisir. Il y a des échanges avec les artistes. Notamment, l'année dernière, on avait une pièce qui s'appelait « Lequel est un Basquiat ». Les élèves ne voulaient plus retourner à l'école tellement la discussion était passionnante parce que c'est une pièce qui parle de choses très modernes et actuelles sur les questionnements identitaires d'un jeune néo-québécois. Donc, tu sais, mais après, on se dit, mais comment il va faire pour revenir tout seul par lui-même avec ses amis? C'est une bonne question. C'est sûr qu'après, tu peux pas forcer les gens là, à venir. Là, tu t'offres ta programmation puis tu fais de ton mieux là, pour mais tu sais, à la fin de la journée, il y a quand même des gens qui viennent. Là. C'est peut-être pas autant de gens qu'on voudrait, mais c'est un effort continu. Tu sais, il faut continuer. Puis moi, je suis certain que tu sais, il doit en avoir des jeunes là, qui finissent par revenir. Tu sais. Alors, t'en as fait venir des centaines peut-être à travers les années, puis t'en as quelques-uns qui viennent, puis après ils en parlent à leurs amis, puis tout ça, c'est avec le temps que c'est comme tu bâtis ce genre de réseau de gens qui finissent par venir, puis comme le montrer à leurs enfants aussi après. Parce que c'est sûr que moi, ce que j'ai constaté dans les 8 ans que je suis en bibliothèque et dans les maisons de la culture, c'est que oui, tu sais, des fois, il y a des jeunes qui reviennent des années plus tard, puis disent « Ah oui, je me souviens, quand j'étais au primaire, je venais ici. » Tu sais, comme dernièrement, on a un qui va au cégep Marie-Victorin, que ça faisait des années qu'il n'était pas venu, mais la prof de cégep a exposé leurs œuvres de finissant là-bas, puis elle les a invités à un spectacle juste avant pour les faire découvrir la salle. Puis lui, il s'est rappelé que quand il était petit, il venait au primaire. Puis là, maintenant, j'ai constaté que lui et ses amis, ils reviennent. C'est vrai que des fois, il y a des choses comme ça inédites qui se passent, puis on se dit « Oh, ça, c'est le fun! » Si vous voulez présenter votre programmation, si vous voulez suggérer les activités que vous offrez, est-ce que vous pensez qu'ils reviennent? Bien, c'est sûr que, tu sais, il y a un manque de ressources humaines, là, pour faire tout ça, tu sais, dans tout ça, parce qu'on a plein d'idées, mais après, il faut aller... Est-ce qu'on a le temps d'aller faire la tournée des cégeps? Est-ce qu'on a le temps d'aller dans tous les organismes communautaires? Non. On essaie le plus possible, quand ils nous invitent, d'aller dans les activités de des organismes jeunesse et du cégep. Je parle beaucoup de jeunesse parce qu'on est avec vous, puis c'est aussi parce que dans les maisons de la culture, on a un public qui est quand même, tu sais... de 50 ans et plus, beaucoup, mais aussi des jeunes professionnels. Puis aussi, comme vous avez nommé tous les deux au début, des familles. Mais, tu sais, après, c'est ce segment-là entre, tu sais, 18 et 25 ans qui est un peu plus compliqué, là. Mais si, mettons, les jeunes viennent, si vous leur dites « Ah, cette semaine, on va faire ça, ça, ça », est-ce que vous pensez que ça va les pousser? Ben, ça va les... Voilà. Ben, on peut essayer. Moi, je me dis, je suis à l'écoute de vos suggestions parce que mes collègues et moi, on est toujours en train de autant à Montréal-Nord qu'ailleurs, parce qu'on a des tables où on se rencontre, où tous les assistants de toute l'île, des 19 arrondissements se rencontrent et se parlent des bonnes pratiques et des bons coups. T'sais. Donc, moi, je vous écoute puis je vais rapporter les bons coups, là. Mais moi, je me souviens, quand j'étais au primaire, on nous apportait voir des pièces de théâtre. Puis je me souviens, à la fin de chaque pièce de théâtre, je prenais leur brochure pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines. Puis je me souviens, je retournais voir leur pièce de théâtre. Je trouve que ça pourrait marcher. Bien, on a eu ça aussi, justement, des enfants qui sont rentrés à la maison puis qu'on disait à leurs parents « Ah oui, aujourd'hui avec l'école, on y allait, on devrait y retourner ensemble. » Puis que ça a intéressé le parent. Ça, on a eu ça. OK. Si je peux donner un exemple personnel, c'est je suis dans les 18-25 ans. Là. Comme récemment, j'oublie, je sais pas, c'est le Théâtre Vert, là, c'est dans le parc La Fontaine. Le Rideau Vert. Rideau Vert, oui. Mais c'est ça, c'est vraiment comme ça. Il y a un de mes amis qui a vu ça sur Instagram, là, qui faisait comme une programmation gratuite de spectacle de ballet. Fait que là, il m'a écrit « Ah, veux-tu aller? » J'ai dit « Ben oui », puis on est allé, tu sais. C'est un peu comme ça, mais est-ce que moi,
est-ce que je me serais abonné au Théâtre du Rideau Vert puis de suivre leur programmation? Non, mais si comme il y a des efforts qui sont faits pour promouvoir, tu sais, à chaque semaine, puis mettre ça sur les réseaux, mettre ça à différents endroits, si moi je vois ça, puis c'est quelque chose qui m'intéresse, ben je vais me présenter. Puis moi, quand je suis allé là-bas, là, il y avait plein de monde, puis c'était pas nécessairement l'audience qu'on aurait pensé. Tu sais, on aurait pensé des spectacles de ballet, ce serait des gens plus âgés, mais non, il y avait plein de jeunes comme moi. Fait que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, tu sais. Essayer de faire la promotion de ces 18 à 25 ans, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis aussi, sinon, une autre manière, des fois, tu sais, des fois, ça m'arrive aussi la fin de semaine, où t'es vendredi, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire cette fin de semaine, t'as pas vraiment de plan, puis là, tu vas chercher, genre, quoi faire, genre, puis t'auras souvent des sites comme genre Montréal Blog ou une RCD, des affaires comme ça, comme ils font toujours des petits articles sur genre, cette fin de semaine à Montréal, il y a telle affaire, genre, je sais pas si vous êtes comme en communication là, avec ce Ça leur arrive des fois de parler de choses qui se passent en Maison de la Culture, mais c'est assez rare, malheureusement. Mais sinon, il y a un site qui s'appelle lavitrine.com qui fait des suggestions chaque semaine, puis ils essaient d'inclure dans leurs suggestions une ou deux trucs qui se passent en Maison de la Culture ou en bibliothèque. Parce que c'est sûr que les théâtres comme le Rideau Vert... ou même le Centre du théâtre d'aujourd'hui, ils ont fait beaucoup d'efforts au niveau de de réduire leur tarification pour avoir des tarifications solidaires pour les jeunes étudiants, pour justement parce qu'ils sont conscients que l'accessibilité est un frein à la culture. Donc, mais nous, on est déjà gratuits pour la plupart, donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Là, on parle beaucoup des programmations que la ville offre, mais comme il y a aussi beaucoup d'entités non liées à la ville qui offrent des programmations. Il y a comme des organismes non lucratifs ou juste des groupes de bénévoles qui organisent des activités dans les quartiers tous les jours. Est-ce qu'il y a des efforts à la ville d'essayer de faire la promotion de ce genre de choses aussi? Parce que, tu sais, comme on disait tantôt, la ville, elle a des ressources limitées. Il n'y a pas un nombre illimité d'employés là, pour faire toutes les tâches, mais il y a déjà plein d'organismes communautaires qui font des activités toutes les semaines dans les quartiers, des bénévoles qui organisent des choses, mais ils n'ont pas nécessairement les ressources pour... C'est du bouche à oreille, ils n'ont pas les ressources pour faire passer le message dans les communautés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait du côté de la ville? C'est sûr que dans les arrondissements que moi je connais bien, comme Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Montréal-Nord, il y a beaucoup de collaborations avec les tables de quartier pour faire la promotion des activités des organismes. Notamment, nous, on dans notre Info Nord, notre Info Loisirs, qui sont nos trucs où on partage nos programmations, mais on met en valeur ce que les organismes font. Sur nos réseaux sociaux aussi, on fait beaucoup ça. Puis, donc, c'est comme un échange de services un peu, parce qu'eux aussi, de la même façon qu'on fait ça, ben, eux, ils amènent des fois leurs usagers à nos activités pour justement pour créer... Parce que ça répond à des choses dans leur mission. Parce que certains d'entre eux ont la mission d'aider les gens à s'intégrer, des gens à bien connaître leur quartier. Donc, aller à la bibliothèque ou à la Maison de la Culture, c'est une façon de faire ça. Donc, chacun y trouve son compte un peu. Intéressant. Sinon, j'avais une autre question à te poser. Je sais que tu as beaucoup de connaissances en art public. Puis, je me demandais si tu pouvais nous expliquer c'est quoi l'importance de l'art public? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tu vois ça, c'est beau quand tu marches, mais il y en a qui ne vont pas nécessairement comprendre l'importance que ça a d'avoir de l'art public. Ben, je sais que j'ai pas lu au complet. Le Conseil jeunesse de Montréal a publié un magnifique avis, ou je sais pas si c'était un mémoire, je sais plus, sur l'art public. Ouais. Moi, je l'invite tout le monde à lire ça. Moi, je vais aller finir de lire bientôt. Mais parce que justement, il y a un côté symbolique et un côté aussi de faire que moi aussi, j'existe dans la ville. Ou bien, tu sais, quand ça vient animer la ville autrement, ça vient ancrer la présence de certaines communautés, ça vient marquer des moments importants de la vie de la ville ou de l'histoire
québécoises et des communautés qui font ce que le Québec et Montréal est. T'sais, nous, en ce moment, à la bibliothèque Henri Bourassa, sur le boulevard Henri Bourassa, près de la rue Soc, en face du Parc Saint-Laurent, ben il y a une murale qui est en cours par l'artiste Maléchus, qui vient du quartier Saint-Michel. Et on a fait un appel à projet. Pourquoi on a voulu faire ça? C'est parce que, tu sais, on a une nouvelle image de marque à Montréal-Nord, puis c'est mille histoires, une communauté. Donc, c'est une façon d'aller dans ce sens-là, de marquer la présence de toutes ces communautés, les liens qui tissés. Il y a aussi, juste en face, il va y avoir le printemps prochain au chalet du Parc Saint-Laurent où il y a l'organisme jeunesse L'Escale, une autre murale par la même artiste qui fera un écho. Donc oui, l'art public, ça fait plus qu'être beau, puis quand tu te promènes, ça vient marquer un moment dans l'histoire, ça vient créer des liens entre les gens. Parce que de plus en plus, les artistes, ils invitent le public à créer avec eux, à peindre avec eux, ou bien, mettons, Maléchus, dans le cadre de ce projet-là, elle a pris les photos de mains de gens du quartier, elle est allée discuter avec eux sur c'est quoi leurs bijoux, c'est quoi leur tradition. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais sinon, on a le festival Mural, notamment à Montréal, qui fait partie de notre ADN comme ville. Moi, c'est un de mes festivals préférés parce que, justement, tu as l'impression que Montréal comprend mieux ce que c'est l'art public et l'art mural en allant à la rencontre de ces artistes qui viennent du monde entier juste pour créer des murales à Montréal. Et je trouve aussi, des fois, même comme moi, je suis pas particulièrement artistique, mais ça te crée aussi comme un sentiment d'appartenance. Tu peux avoir la même rue, mais sans rien, puis tu fais juste marcher à travers, mais des fois, tu passes, puis il y a tout cet art, puis tu sais pas pourquoi, mais c'est comme si tu te sens plus, comme si tu te dis « Ah, ça, c'est ma ville, c'est beau, j'ai envie d'être ici. » Mais dans le Sud-Ouest, justement, vous avez des belles murales, notamment de Oscar Peterson, de Oliver Jones, de la sœur d'Oscar Peterson, Daisy Sweeney, qui a joué un très grand rôle. On n'aurait pas eu Oscar Peterson et Oliver Jones si ce n'était pour les cours de piano de Daisy Sweeney. Et ça, on ne savait pas nécessairement s'il n'y avait pas eu cette murale. C'est un exemple parmi d'autres parce que dans le Sud-Ouest, il y en a tellement des belles murales puis qui racontent des pans de l'histoire montréalaise qu'on oublie, qu'on ne nous apprend pas à l'école nécessairement. Oui. Je me demande, est-ce que puis je sais pas c'est quoi les processus, justement, tu as parlé d'appel d'offres tantôt, mais est-ce que le fait de faire de l'art public ou de participer à l'art public, c'est accessible à tous ou des fois c'est plus comme juste une certaine communauté déjà qui font ça? Est-ce que, comme, mettons, un jeune qui veut s'exprimer dans son quartier, est-ce qu'il y a une manière facile pour lui d'aller voir la ville et dire « Ah, ben j'ai telle proposition » ou... Bien, il y a différents... c'est sûr qu'avant, c'était un peu plus fermé comme milieu. Et il y a beaucoup de réglementations parce qu'on ne peut pas aller sur n'importe quel bâtiment. Et c'est n'importe pas quel bâtiment qui a des murs sur lesquels on peut faire ça. Il faut que le propriétaire soit d'accord. Il y a toutes sortes de choses, de réglementations autour de ça. Sur le site de la ville, le bureau d'art public explique pas mal bien ça. Mais après ça, il y a l'organisme MU aussi qui existe et qui est mandaté qui a des programmes en plusieurs volets. À Montréal-Nord, notamment au HLM Place Normandie, ils ont créé des murales avec les gens du secteur pour créer des milieux de vie, pour créer un sentiment d'appartenance, pour embellir le milieu de vie. Donc, dans les murales, dans l'art mural, on a beaucoup ça. C'est pour et par la communauté, de plus en plus. C'est ça l'exemple que j'ai donné de Maléchus. Il y avait un appel à la candidature, mais qui était vraiment très ancré dans ce qu'est Montréal-Nord aujourd'hui. Et la proposition, il fallait qu'il y ait un volet qui implique la population. Parce que c'est plus quelque chose qu'on est juste là pour voir, on veut que ce soit incarné aussi par cette population-là. J'ai une question, c'est une question de curiosité, puis je pense que c'est juste moi en fait, en tout cas. Est-ce que l'art urbain, est-ce que ça se limite à ce qu'on voit à l'art qu'on voit sur les murs, ou est-ce qu'il y a des expositions? Puis il y a, je sais, là je parle plus de l'art visuel, de l'art, tout ce qui est dessin puis peinture, mais est-ce qu'il y a des expositions ou est-ce qu'il y a d'autres... Oui, notamment, il y a l'artiste Marvin Clairvaux
qui, l'année dernière, avait une exposition à la Côte-des-Neiges, Mhm. qui, lui, il peint vraiment des personnalités du milieu de l'art urbain, et plus dans le hip-hop, notamment, et aussi dans la culture urbaine au niveau de la mode et tout. Mais après ça, c'est sûr que, mettons, je reviens avec Malicious, son atelier situé au 3333, qui est un endroit, qui est un ancien endroit de manufacture qu'un artiste qui s'appelle Marc Séguin a, avec l'aide de la ville et du gouvernement, du ministère de la Culture, a créé des ateliers d'artistes où il y a plusieurs artistes des communautés qui sont là, dont Malicious, et des fois, ils font des portes ouvertes dans leur atelier, ou bien, tu sais, après, ils font des expositions ailleurs, comme dans les maisons de la culture, parce que, tu sais, mettons, dernièrement, il y avait l'artiste Clovis Desvarieux, qui lui a exposé à NDG. Tu sais, lui, c'est plus de l'art contemporain, mais il y a un côté quand même très urbain dans sa pratique. OK. Puis un autre endroit où je trouve où on voit vraiment l'impact de l'art public, des fois, c'est le métro. Mhm. Déjà, nos stations de métro à Montréal, ils sont toutes différentes, puis ça crée un aspect un peu plus intéressant que juste un cubicule où les gens y descendent. Mais aussi, des fois, comme des fois, il y a des expositions temporaires dans les différentes stations de métro, puis là, tu sais, des fois, tu t'arrêtes, puis tu lis quand tu as le temps. Ou même des fois, quand il y a les artistes tu sais, il y a des endroits désignés pour les artistes, c'est comme ça crée de la vie. Encore une fois, ça te donne un sentiment d'appartenance à ta ville, comparé Puis c'est pas comme ça partout, là. Tu sais, quand tu vas dans d'autres villes, là, tu sais, c'est vraiment juste des murs blancs, puis il y a les tourniquets, puis tu te sens pas nécessairement à ta place autant que dans le métro à Montréal, je trouve. Bien, c'est sûr que ça fait partie de l'ADN de Montréal d'avoir une œuvre d'art public, et je pense même que c'est dans leur réglementation, là, mais je ne veux pas dire n'importe quoi encore une fois. Et dans les nouvelles stations de métro, justement, ils vont faire des appels à projets pour ça. Et pour les stations du REM, ils ont fait ça. L'artiste d'origine haïtienne, Manuel Mathieu, fait partie de ceux qui vont avoir une œuvre d'art public dans les stations du REM proche de l'Université de Montréal. Lui, c'est à la station Édouard-Montpetit. Donc, tu sais, oui, c'est vraiment dans notre ADN d'inclure l'art un peu partout. Et toutes sortes de formes d'art visuel, pas juste de la peinture, tu sais, comme il y a du vitrail, il y a des sculptures. Le Champ de Mars, on pense aux vitraux de Marcel Ferron, qui est une grande artiste d'art contemporain québécoise. Sinon, quelque chose qui est quand même assez important, mais souvent on a tendance à l'ignorer. Est-ce que, puis là, ça c'est une question pour toi, Marie-Christine, est-ce que toi étant à la ville, tu penses que les infrastructures sont accessibles, ou même l'art public et toutes les choses dont on vient de parler, est-ce que c'est accessible à tout le monde, ou il y a encore des efforts qui doivent être faits à ce niveau-là? Mais quand tu dis accessible, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Est-ce que tu veux dire accessible aux personnes qui ont des difficultés capacitaires, ou accessible en termes de coût, accessible en termes de est-ce que, tu sais, je sens que c'est à ma portée? Ben, je pense que ma question était un peu intentionnellement vague, tu sais, justement, tu sais, parce qu'on veut que le plus de gens possible y aient accès. C'est sûr que la première chose qui me vient en tête, c'est accessibilité en termes de mobilité. C'est pas tout le monde qui a les mêmes options pour se déplacer, ou même qui est capable de se déplacer au même niveau. Donc déjà, tu veux que tout le monde soit capable de se rendre là où ils peuvent aller pour... Mais ça, c'est un grand chantier en cours dans les maisons de la culture et dans les bibliothèques. Et c'est sûr que dans la réglementation, toute nouvelle construction à la Ville de Montréal doit être accessible universellement. Ça, c'est comme acquis. Après, c'est sûr qu'il y a des bâtiments qui existent depuis très longtemps. Donc, il y a de la mise à niveau qui est faite, qui est en cours. Et aussi, il y a des grands chantiers avec des organismes comme Qui Roule au niveau de l'accessibilité universelle pour les gens en fauteuil roulant à difficulté à mobilité réduite. Mais il y a aussi pour les gens qui sont sourds, muets, aussi l'organisme Hear, Entendre, qui est venu dans certaines maisons de la culture et fait des constats, faire des propositions. Donc, on est en train de renouveler nos bandes FM pour pouvoir avoir des appareils adaptés où il y a une application. On est en train d'en apprendre plus là-dessus. Même au niveau de l'espace pour la vie, maintenant, ils ont même des kits pour ça, parce que c'est des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé il y a 5-10 ans. Mais là, maintenant, on est rendu là, finalement. Ça a pris du temps.
Mais on est là. On y arrive grâce aux gens, justement, qui s'impliquent bénévolement souvent. Mais aussi, on a une élue, Laurence Parent, qui est très active aussi et qui nous aide à aller plus loin là-dedans. C'est sûr aussi, même, on parlait du métro tout à l'heure, les nouvelles stations de métro, justement, ils ont fait des consultations publiques auprès d'organismes qui travaillent avec les personnes en difficulté capacitaire, pas juste au niveau de l'handicap mobile, là, mais aussi au niveau visuel et auditif, pour justement s'assurer que l'environnement autour des nouvelles stations de métro va être adapté à ça. Et même, on parle beaucoup de pistes cyclables à Montréal. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient des angles morts, justement, par rapport aux pistes cyclables, en faisant des consultations auprès de ces organismes-là, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, des handicaps visuels, qui ont dit « Ah oui, mais il faudrait mieux améliorer la signalisation autour des pistes cyclables parce que nous, ça nuit à notre façon de nous promener dans la ville. » Donc, tu sais, oui, c'est tranquillement quelque chose qu'on est en train de faire. C'est bon de savoir qu'on s'améliore à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est comme un effort continu. Là. Je sais que j'ai entendu beaucoup de gens, surtout en termes, moi personnellement, c'est plus en termes d'enjeux de mobilité. Tu sais. Alors, oui, les stations de métro sont pensées pour régler les enjeux de mobilité, mais ça t'arrive tout le temps que hop, t'arrives, puis le bouton ne marche pas, hop, t'arrives. Puis la station de métro est accessible, mais là, le coin de trottoir qui était supposé être accessible, ben là, puis il y a comme un gap, fait que c'est toujours un... C'est toutes ces petites choses-là que les urbanistes et les conseillers en aménagement sont en train d'essayer de régler au niveau de la rue. J'ai justement participé à un chantier autour du corridor, autour de Jean Talon, avec les stations de métro qui vont être les stations Vertières, Mary Axe Early et Madeleine Parent, entre autres. C'est justement, il y a tout un chantier autour de ces stations-là parce que c'est des milieux de vie qu'il faudra adapter et recréer parce qu'ils ont été créés il y a 40, 50, 60 ans, puis justement, il y a des réalités auxquelles on n'a pas pensé. Donc, ils prennent cette occasion-là d'avoir des nouvelles stations de métro pour adapter ces milieux de vie-là. Puis aussi, c'est ça, en Maison de la Culture, notamment, le centre Sanac, lui, il a des sièges amovibles. Donc, justement, pour s'adapter à différents types de clientèle. Le centre, l'espace Cornomade, qui est l'espace interarrondissement ONSIC et Montréal-Nord, qui doit ouvrir en 2027, lui aussi, c'est le même style d'aménagement auquel il pense. Parce que justement, là, on est un pas en avant. On n'est pas en train de corriger ce qu'on a déjà fait. Au moins, là, c'est des nouvelles constructions, donc on peut y aller tout de suite dans la bonne direction. Puis je sais, un autre côté de l'accessibilité, puis que souvent les jeunes me parlent au Sud-Ouest, c'est que c'est les heures. Donc, les jeunes ont différentes heures là, que d'autres groupes d'âge. Tu fais des choses pendant... Des fois, surtout le soir, tu es beaucoup plus actif. Des fois, c'est comme si les jeunes, des fois, on se réveille le soir. C'est là où on veut faire des choses. Puis, tu veux aller dans le parc, puis on ferme les lumières. Ou tu veux aller dans le parc, puis ils ont mis une heure de fermeture. Fait que là, la police vient te voir pour te demander ce que tu fais, alors que pour toi, c'est normal d'être dans un parc à 22h le soir, là, c'est complètement normal. Les parcs ferment à 23h, mais c'est sûr qu'ils s'attendent à ce que tu sois déjà chez toi à 23h. Mais, et c'est sûr qu'en ce moment, ils sont en train de travailler la politique de bruit, et aussi, il y a une politique de la nuit sur laquelle il y a eu des consultations publiques qui va être bientôt mise en place. Donc, c'est toutes des choses auxquelles on nous a forcés à réfléchir. C'est sûr que dans les institutions, ça varie d'un quartier à l'autre. Et nous, à Montréal-Nord, nos bibliothèques ferment à 20h. On est parmi celles qui ont les heures d'ouverture les plus étendues dans le réseau. Mais c'est parce que, justement, on a une clientèle. Mais après, dans d'autres... peut-être que s'ils ouvraient plus tard, peut-être qu'ils auraient la clientèle aussi, mais c'est la poule et l'œuf, là. Donc, ça dépend. Après, la Maison de la Culture, elle est ouverte jusqu'à 21h. C'est ce qu'on appelle des activités qui commencent à 21h, mais elle ferme à 21h quand on n'a pas de spectacle et un peu plus tard quand on a des spectacles. Donc, c'est sûr que, c'est encore là, on est parmi celles qui ont des heures les plus étendues dans le réseau parce que, justement, on a une forte population jeunesse. Une question, peut-être c'est moi qui ne comprends pas, mais pourquoi est-ce qu'il y a des heures de fermeture? Pourquoi est-ce qu'on doit fermer un parc? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me lever puis décider à 2h en fait, c'est pas tant que... Tu sais, c'est toute une question de cohabitation sociale. Donc, tu sais, au niveau résidentiel, pour le bruit,
pour la gestion des ressources matérielles, c'est tout ça. Mais après, c'est pour ça qu'il y a la politique de la nuit. Ils sont en train de réfléchir, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un gardien de parc la nuit, au niveau de la sécurité publique. C'est des choses auxquelles on n'a pas eu à penser avant parce que ça ne se présentait pas. Mais là, dans les 10 dernières années, c'est des enjeux qui sont beaucoup présentés. Et notamment pendant la COVID, c'est quelque chose qui s'est beaucoup présenté et que ça a forcé à la ville à repenser ses espaces publics. Et même, là, on parle beaucoup des jeunes, mais les jeunes filles, souvent, sentent qu'elles n'ont pas de place dans l'espace public. Puis ça, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais, à Pointe-aux-Trembles, ils ont créé du mobilier urbain spécifiquement pour les jeunes filles, adapté aux besoins des jeunes filles. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il va devoir se pencher de plus en plus dans la ville. Oui, ben c'est ça que j'espère qu'ils vont... Ben, j'ai aucun doute qu'ils vont prendre en compte tout ça dans leur politique nocturne parce que, c'est sûr que c'est ça, comme tu as dit, il y a des enjeux de cohabitation. On veut pas faire du bruit, mais en même temps, si moi je veux aller parler avec mes amis tranquillement dans un parc, je devrais au moins avoir l'option. C'est sûr, tout en considérant le fait que je veux pas crier, je veux pas faire des feux d'artifice et toutes ces choses-là. Mais c'est sûr que, avec la densité urbaine, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile. Et c'est pas pour rien qu'on a eu des enjeux au niveau des salles de spectacle parce que, avant, il y avait personne qui habitait à côté de certaines salles de spectacle. Donc, la question se posait même pas, le bruit, ça dérangeait pas. C'est la même chose pour les parcs, les gens, avant, il y avait quand même une certaine distance entre le parc et les appartements. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'appartements parce qu'il y a de plus en plus de gens. Donc, moi, je trouve que à la fin de la journée, c'est la réalité d'une ville. Tu viens pas vivre en ville parce que, à un moment donné, on fait des choix. Là, puis moi, je trouve pas comme Montréal, c'est être chez soi puis avoir aucun bruit. À un moment donné, il faut faire un choix. On est d'accord là-dessus, mais il y a bien des gens qui ne pensent pas comme nous. Ouais. Sinon, j'avais pensé qu'on pouvait terminer cet épisode en se demandant, peut-être chacun d'entre nous, où est-ce qu'on voyait notre ville en termes de loisirs, d'infrastructures dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Les gens utilisent et sachent où aller, en fait, connaissent les ressources à leur disposition et sachent où aller quand ils veulent. Mettons, je vais vous donner un exemple assez concret. Si je veux aller voir une pièce de théâtre, que je sache où y aller, quand y aller, puis... en fait, puis j'aimerais que mettons je peux pas. Non, mais c'est clair. Moi, je vois où est-ce que tu vas en venir. Moi, je me dis, peut-être qu'il faut créer une application où il y a tous les horaires de toutes les maisons de la culture. Peut-être c'est ça qu'il faut, c'est ça. Ça aussi, mais aussi que ça soit... les gens utilisent, en fait, puisque je trouve qu'on a beaucoup de ressources, mais qui ne sont pas utilisées. Beaucoup de ressources publiques, puisque je trouve que si je regarde aux gens autour de moi, ils sont plus attirés à aller utiliser des ressources privées, à aller voir des spectacles privés, mais si j'aimerais que les gens aillent plus supporter ce qu'il y a déjà de disponible puis de gratuit dans notre ville. Je trouve qu'il y a un manque de public, en fait, qui s'intéresse à aller voir ce qui est déjà, puis d'aller vraiment supporter l'art montréalais qui est créé par les Montréalais, qui est destiné aux Montréalais, je pense. Voilà. Mais c'est quand même déjà un beau souhait. Moi, je trouve, comme je dis, je pense que peut-être une application serait une façon de faire connaître davantage. Moi, personnellement, j'aimerais que, justement, la ville... Moi, je rêve d'une bibliothèque qui est ouverte la nuit. Déjà, ça, là. J'ai vu que ça existe, notamment en Suède et en Finlande. Donc, je me dis, pourquoi on ne fait pas ça ici? Donc, ça, c'est une chose. La future bibliothécaire, en moi, c'est quelque chose, c'est un rêve que je caresse. Sinon,
on fait la nuit blanche. Ça devrait être peut-être plus qu'une fois par année. La nuit blanche, on devrait en faire une par saison, peut-être aussi. C'est peut-être une façon aussi d'amener les jeunes plus souvent dans nos maisons. Donc, moi, c'est des souhaits pour moi à l'avenir. Là, je reprends un peu des points que vous avez dit tantôt, là, mais c'est une ville qui utilise la technologie. Donc, j'aimerais pouvoir aller sur mon téléphone, puis voir les activités dans mon quartier, puis juste cliquer, m'inscrire, voir les autres qui vont être là, me présenter. Puis, un peu comme vous avez dit aussi, une ville qui a plus de vie nocturne. J'ai l'impression depuis la pandémie où les restos, les bars, il y en a beaucoup qui ont fermé et tout ça. C'est comme si la vie nocturne s'est un peu éteinte. Puis là, il y a beaucoup d'efforts en ce moment pour la rallumer, mais j'espère vraiment que dans 20 ans, ça va rejaillir, puis tu pourras sortir le soir, puis aller dans la rue principale de ton quartier, puis qu'il y ait plein d'activités. Mais surtout, je pense, qu'est-ce qui connecte tout ça, c'est j'espère qu'on va être une ville où comme les gens y connectent. Fait que les gens utilisent les infrastructures de la ville pour décontracter après le travail, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour vivre leur vie, surtout dans un monde où tout le monde, comme j'ai dit tantôt, est tellement séparé, où on peut utiliser les infrastructures de la ville pour se retrouver puis connecter ensemble. Mais là, tu m'as donné la nostalgie d'une époque où justement, où je trouvais que la vie nocturne était plus vivante et où il y avait certaines salles de spectacle, là, ça va dire mon âge, là, il y avait une salle sur Saint-Laurent qui s'appelait les Bovards, où tu pouvais découvrir tous les nouveaux artistes indie de la scène. Là. Puis là, maintenant, ces artistes-là, on les voit, ils sont tous un peu partout. Que moi, j'écoutais à cette époque-là. J'ai la nostalgie de ce genre de lieu. Je souhaite qu'on retrouve ce genre de lieu. Ouais. Honnêtement, je pensais que j'étais tout seul. J'ai toujours eu l'impression que, surtout avant la pandémie, tu pouvais, sans avoir de plan précis, te lever, prendre le métro, aller au centre-ville, aller sur Saint-Laurent, puis faire quelque chose. Puis là, c'est comme si avec la pandémie, c'est devenu comme si tu devais tout planifier, tout vérifier à quelle heure ça ferme, mais comme j'ai dit, je trouve que ça recommence. Ça reprend, il y a de plus en plus d'affaires. Une fois récemment, je suis allé sur Saint-Laurent, puis il y avait un festival de rappeurs québécois. Donc, je trouve que ça reprend. Ça reprend vie, puis j'espère que dans 10 ans, on sera encore plus loin que là où on était avant la pandémie. Puis, Super, donc ça nous amène à la fin de cet épisode de notre balado. Donc, on aimerait remercier Marie-Christine pour avoir été ici avec nous ce soir, puis pour avoir répondu à nos questions. Puis, voilà, merci. Merci d'avoir écouté ce balado, une réalisation de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville en collaboration avec Concertation Montréal.